Il faut bien débuter pour booster votre mindset. Le podcast dédié à toutes les personnes qui aspirent à propulser leur développement personnel et professionnel en quelques minutes seulement. Je suis Ingrid et moi Valérie, deux expertes en ressources humaines qui vous partagent des tips et nous sommes enchantés de vous accueillir. Prêts à booster votre mindset? Alors installez-vous confortablement et laissez-vous guider par l'épisode du jour. Bonne écoute. Bienvenue dans Il faut bien débuter, le lieu où l'on explore les parcours inspirants, les défis entrepreneuriaux et les transitions qui façonnent des carrières hors du commun. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir une femme dont le chemin mêle audace, sensibilité et pragmatisme. Imaginez, wedding planner entre le Maroc et la France, puis directrice et enfin coach pour managers et dirigeants. Un virage radical? Pas vraiment. Parce que derrière ces métiers en apparence éloignés, il y a une constante, sa passion pour l'humain. Depuis 2021, elle a fondé son entreprise de coaching avec une mission, rappeler que les managers, souvent sacrifiés sur l'autel de la performance, méritent aussi d'être accompagnés. Harmonie, vie pro-perso, outils comme la roue des domaines de vie, son approche est à la fois douce et redoutablement efficace. Mais derrière ces success stories, il y a aussi les doutes de l'entrepreneur, la solitude du lancement et des choix. Alors aujourd'hui, on va parler de tout ça. Bonjour Marie et bienvenue dans le podcast d'Il faut bien débuter. Bonjour Marie. Bonjour Ingrid, bonjour Valérie. On est ravis de t'accueillir et on va passer tout de suite aux premières questions. Peux-tu nous raconter ton cheminement atypique des mariages au Maroc au coaching pour managers? Alors oui, avec plaisir. Donc en fait, moi en sortant de mes études, aussi bizarre que ce soit, je me sentais pas encore prête à intégrer en fait une entreprise en tant que salariée et à avoir un parcours dit plutôt classique. Ça me faisait peur. Et ça me faisait peur dans le sens où je me disais que j'ai pas envie de faire pendant les 30 prochaines années la même chose. Voilà, c'est comme ça que je voyais le salariat. J'avais peur de m'ennuyer. Et du coup, je me suis dit que j'allais créer mon entreprise de wedding planner au Maroc. Alors, j'étais pas toute seule, j'étais associée, on était deux, on a fait ça pendant 2 ans. Au bout de 2 ans, moi, je lui ai revendu mes parts, j'ai revendu mon entreprise et je suis rentrée en France pour des raisons personnelles. Et à ce moment-là, je me suis dit, que peux-tu faire? Que faire après tout ça? Et en fait, je m'occupais pas mal de la communication au sein de notre entreprise, donc c'est un peu naturellement que je suis allée dans cet univers de la communication et que je me suis retrouvée du coup dans l'univers des médias. Là, j'ai démarré par de la presse, ensuite j'ai fait du digital et je gérais des équipes de commerciaux, toutes petites au démarrage, de plus en plus grandes, jusqu'à terminer en tant que directrice commerciale. Donc j'ai fait ça 10 ans. Et pendant ces 10 ans, j'ai vécu des rachats, des fusions, des réorganisations, etc. Enfin, tout ce qu'on connaît bien quand on vit dans le monde de l'entreprise. Et voilà. Et je me suis dit que c'était difficile en tant que manager finalement de gérer tous ces changements, d'accompagner des équipes dans cet univers parfois instable, et que finalement on était assez peu accompagnés. Aussi bien en termes d'outils, en termes d'accompagnement plus largement, de solutions, de support, etc. Et donc après 10 ans, on arrive en 2020 en l'occurrence, et je me suis dit il y a quelque chose à faire là-dessus. Moi j'ai vraiment envie de contribuer, j'ai vraiment envie d'aider. Et le Covid m'a aidé à réfléchir. Et je me suis dit voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment je peux le faire? Et je suis arrivée au coaching, qui s'est un peu imposé à moi. Donc 2021, c'était reparti. Je retournais sur les bancs de l'école pour devenir coach. Voilà un peu mon parcours. Merci beaucoup pour ta présentation, super intéressant. Du coup, en 10 ans de commerce et de direction digitale, qu'est-ce que tu as appris sur le management qui influence ton coaching aujourd'hui justement? Alors, je vous l'ai dit un petit peu, c'est que la vie est changement, que tout bouge, voilà, tout bouge tout le temps, rien n'est figé. Et que finalement, accompagner des équipes, c'est aussi être capable de vivre ce changement
en tout cas de l'accompagner, de le vivre le plus sereinement, sainement possible et de permettre à ses équipes surtout de le vivre le plus sereinement possible. Donc voilà, donc c'est vraiment cette histoire du changement, de l'évolution continue, de pas se reposer sur ses acquis, d'avoir envie de se surpasser, etc. Et c'est ce qui influence aujourd'hui mon coaching, dans le sens où c'est un sujet qui va être récurrent, qu'on va travailler toujours systématiquement à un moment donné, que je travaille avec un manager ou une équipe au global. Le sujet viendra sur le tapis, voilà. Et on se rend compte qu'on est tous différents. Pour certains, c'est simple. Pour d'autres, c'est plus difficile. Donc, l'idée, c'est que le changement est là, la vie bouge, c'est un fait. Donc, comment on fait pour l'appréhender, comprendre ce que ça nous fait vivre et essayer de le vivre au mieux avec ses équipes, dans le quotidien de l'entreprise. Lorsque tu as commencé justement ce nouveau business d'accompagnement, justement, quelles étaient les demandes auxquelles tu faisais face ? En général, l'univers du coaching, on va dire qu'on le voit beaucoup dans les grands groupes, dans les grandes entreprises. Et moi, mon challenge, ça a été d'aller voir plutôt les entreprises de taille plus petite, plus humaine, des PME, en tout cas des belles PME en croissance. Et donc, on n'est pas venu taper à ma porte, on va pas se mentir. Mais en revanche, moi, je suis allée taper à la leur. Et le sujet, ça a été ça. Ça a été, en fait, je veux faire évoluer les personnes en tant que manager. Parfois, ils ne sont pas forcément issus de formation, ayant eu quelques cours de management possibles et inimaginables. Comment on fait pour que ça se passe le mieux possible et de façon la moins douloureuse, on va dire, possible pour eux et pour leurs équipes, parce que finalement, c'est le double enjeu, pour que l'entreprise puisse continuer à évoluer. Voilà, ça faisait partie des gros sujets. Donc ça, c'est cette partie-là. Et puis, comment je fais pour diminuer mon turnover au maximum ? Comment je fais comment conserver les talents que j'ai recrutés ? Voilà, c'était l'enjeu. Voilà, exactement. Mais je pense surtout après le Covid, parce qu'en fait, beaucoup de gens ont vécu cette période de manière assez difficile et donc se sont posés des questions sur leurs enjeux et envies professionnelles. Et du coup, potentiellement, ont quitté leur entreprise. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup pour ton retour. À travers la loge coaching, quel atelier proposes-tu ? Voilà, à travers la loge coaching, on propose beaucoup de choses, mais on propose beaucoup de choses qui tournent toujours autour de la communication. Qui tournent toujours autour de comment mieux communiquer ensemble. Parce que finalement la cohésion d'équipe, ça part souvent de là. Pour qu'une équipe fonctionne bien ensemble, il faut qu'elle sache se parler. Et donc comment on fait pour qu'il y ait le moins de malentendus, conflits, frustrations possibles. Et voilà. Et en fin de compte, moi c'est vrai que c'est un sujet que j'adore et que j'adore aborder dans nos ateliers, parce qu'on se rend compte que chacun en fait va parler comme il aimerait qu'on lui parle. Et donc, si l'autre en face fait la même chose, potentiellement, on parle dans deux langues. C'est ça. Et quand on se rend compte de ça, on se dit, oui, c'est vrai que moi, j'ai besoin que ça aille vite, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, donc je vais parler comme ça à la personne qui, elle, a besoin de comprendre, de précision, etc. Donc, on ne va pas s'entendre, on ne va pas y arriver. Voilà. Super, ça nous parle beaucoup en tant que RH, de toute façon. Ça reste très actuel. Tu prônes un leadership humaniste dans un monde qui est quand même obsédé par la performance. Comment tu réussis à convaincre les entreprises que le bien-être rime avec les résultats ? Moi, j'aime bien sortir. En réalité, je sors toujours la même étude que j'aime beaucoup, qui est une étude qui a été menée par Harvard et le MIT, qui dit qu'en fait, être heureux au travail, ça permet d'être 31% plus productif, 51% plus créatif. Et comme la productivité et la créativité font en général partie des sujets importants, j'aime bien sortir ces chiffres-là. Et après, en fait, comme je parlais tout à l'heure, le vrai problème, c'est turnover, rétention de talent, etc. Et en fait, une personne qui n'est pas bien, de fait, va partir. Passons à présent à une partie peut-être plus en lien avec tes réussites et l'impact que tu es amené à avoir. Quelle transformation chez un manager t'a le plus marqué ?
Alors j'avais un petit exemple en tête, enfin un grand exemple en tête, parce que je dis un petit parce que c'était au démarrage finalement, au démarrage c'est en 2022, donc ça remonte un petit peu. Mais c'était une entreprise de livraison au dernier kilomètre, donc la livraison, ce qui amène en fait vraiment le colis chez vous à la fin. D'accord. Et c'était une entreprise donc qui est née pendant le Covid, qui a plutôt bien marché, et ils avaient vraiment envie de faire évoluer les personnes en interne et de ne pas recruter en fait un directeur externe pour gérer les équipes. Et donc c'est un ancien livreur qui est devenu manager, qui a pris le poste de directeur des opérations. Intéressant. Ouais. Et j'ai accompagné la prise de poste. Donc, gros challenge. Parce que on aime bien les évolutions comme ça en interne, ça marque les esprits et ça fait plaisir aux salariés surtout, aux collaborateurs. C'est ça, et en fait il avait à cœur de réussir, cette personne avait vraiment à cœur de réussir, mais avec cette dimension beaucoup trop opérationnelle en fait, et il avait du mal à comprendre ce qu'était et comment déléguer, donc il se sentait en énorme surcharge, vraiment dépassé par tout ce qu'on lui demandait de faire forcément, parce que quand on fait en plus de gérer et en plus de réfléchir à l'évolution, à un moment on explose, on n'y arrive pas. Il y a trop de choses, tout à fait. Voilà, et donc je l'ai accompagné pendant 6 mois. On a vraiment travaillé sur ces sujets-là, de lâcher l'opérationnel, qu'est-ce que ça lui faisait, comment elle le vivait, pourquoi c'était difficile, qu'est-ce que veut dire déléguer une tâche versus déléguer une responsabilité, comment on faisait pour déléguer une responsabilité et pas une tâche, donc comment on faisait pour embarquer aussi l'équipe avec nous. Donc on a travaillé longtemps, donc 6 mois tous les deux. Et je dis que c'est une belle réussite parce que c'est une entreprise que j'accompagne toujours aujourd'hui, beaucoup sur de l'équipe. Et chaque année, je reviens sur différentes problématiques, alors parfois de façon très ponctuelle une fois, ou alors un peu plus long terme en fonction des sujets. Et c'est lui, directeur des opérations, du coup, qui organise ces nouveaux accompagnements. C'est bien parce que c'est vertueux, on voit qu'effectivement tu es amené à avoir des liens de long terme, de long cours finalement avec tes clients. Et oui, c'est le but. Après, comme tout entrepreneur, on le sait bien que fidéliser un client est plus intéressant que prospecter des nouveaux clients constamment. Hein. Tout à fait. Et puis voir l'évolution, voir les années, le temps qui passe, le changement de stratégie potentiellement. Enfin, ouais. Il y a plein de choses derrière tout ça, effectivement. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur ta plus grande fierté depuis 2021, peut-être sur un projet, un témoignage, et quel impact visible tu as pu créer? Alors, j'ai comme ça une fierté qui me vient. C'est qu'il y a quelques années maintenant, 2 ans peut-être, j'ai créé en fait une petite infographie. Alors je communique pas mal sur LinkedIn et j'avais créé une petite infographie j'avais repris la pyramide de Maslow, vous voyez la pyramide des besoins. Et je l'avais adapté au monde du travail en mettant en fait en face l'évolution des besoins avec les différents leviers de motivation en fait dont on peut se servir en tant que RH, dirigeant, manager pour justement répondre aux besoins graduels en fait des équipes et des managers. Donc j'avais fait, ça avait très bien marché, elle a été pas mal reprise, j'ai eu même des RH qui m'ont demandé s'ils pouvaient s'en servir, s'ils pouvaient, voilà. Donc j'étais fière de ça et récemment, c'est pour ça que je vous dis ça récemment parce que c'est il y a quelques semaines, j'ai une maison d'édition qui m'a appelée en me disant est-ce qu'on peut utiliser votre infographie pour un livre qui va sortir, voilà. Donc c'était une belle fierté de se dire ça a été utile et ça a été en tout cas réutilisé et réutilisable par d'autres. Félicitations. Félicitations, c'est super. Merci. Merci beaucoup pour tes retours d'expérience par rapport à cette partie-là. On va passer un petit peu plus aux défis et aux résiliences que tu as été amené à vivre en tant qu'entrepreneur. Parlons de solitude, la solitude de l'entrepreneur. Comment tu l'as apprivoisée et est-ce que tu as des stratégies à partager à nos auditeurs? Oui, comme tout le monde, je l'ai vécu, cette solitude de l'entrepreneur. Ce que j'ai essayé de faire très rapidement, finalement, c'est de m'entourer donc d'autres entrepreneurs au début de pair, ne serait-ce que de ma promo de coach, parce que finalement, on rencontrait les mêmes défis à ce moment-là, pour plusieurs. Sachant que certains ont entrepris, d'autres n'ont pas entrepris, d'autres sont retournés faire du coaching plutôt en interne. Donc déjà, c'était intéressant de créer ce groupe pour se stimuler un petit peu les uns les autres.
Après, j'ai intégré des réseaux d'entrepreneurs, dont Bouge ta boîte, par exemple, que vous connaissez peut-être, qui était un réseau féminin. Je parle au passé parce qu'il a fermé ses portes il y a une semaine. Alors que ça faisait 8 ans, je crois, que ça existait. Donc, voilà, Effectivement, dommage. Mais en tout cas, j'ai créé des liens avec ces personnes-là et on a recréé quelque chose à côté. Donc voilà. Et après, moi, ce que j'ai fait aussi, c'est aller dans des espaces de coworking pour ne pas travailler seule, pour voir du monde aussi, pour pouvoir échanger. Et puis la dernière chose que j'ai fait, c'est que je me suis associée. Donc comme ça, maintenant, on est deux déjà. Ça te manquait d'être associée justement à quelqu'un dans le cadre de ton projet? En fait, la chose qui me manque le plus, c'est la machine à café, pour tout vous dire. Parce que devant ma machine à café, chez moi, il n'y a personne. Et que j'ai découvert que prendre un café sans personne, c'est vachement moins sympa. Donc... Oui, c'est ces moments de convivialité un peu spontanés. C'est un moment où on échange forcément avec les collègues qui passent en même temps. Donc, on voit très bien l'image. Et c'est pour ça que je vous dis ça, parce qu'en fait, autrement, moi, du monde, j'en vois. Mon métier, c'est de coacher. Donc, de fait, je suis avec du monde. Mais c'est ce côté collègue qui me manquait. Est-ce que tu aurais un exemple d'échec qui se serait transformé en levier? Ou est-ce que tu pourrais partager avec nous la façon dont tu as pu rebondir sans tomber sans tomber ou après un burn-out, je ne sais pas, en tout cas, après avoir fait face à une difficulté, disons? Je ne sais pas si j'ai un exemple d'échec en particulier, mais bon, comme beaucoup, j'en ai connu pas mal. Comme tout entrepreneur, c'est normal. Mais c'est plutôt l'état d'esprit que j'ai choisi d'adopter, de me dire, bon, bah, c'est pas un échec, c'est juste quelque chose qui n'a pas été réussi à ce moment-là. Qu'est-ce que je peux en tirer derrière? Parce que, une offre que j'ai développée et qui finalement se vend pas, un client qu'on pensait valider et qui se fait pas, voilà, c'est des choses qui arrivent régulièrement, qui m'arrivent en tout cas régulièrement. Et du coup, c'est plutôt de se dire, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que ça m'a appris? Qu'est-ce que je ne ferai plus jamais? Voilà. Ou qu'est-ce que je ferai à partir de maintenant? Oui, tout à fait. Et voilà. Et qu'est-ce que je réutilise? Parce que quand on développe, quand on prend du temps à développer une offre, là j'ai eu le cas il n'y a pas si longtemps, j'avais développé tout un atelier, etc. Et en fait, c'est pas vendu en l'état. En revanche, j'avais du contenu pour faire des choses qui étaient super et qui m'ont servi pour tout à fait autre chose. Pour écrire, en l'occurrence, quelque chose qu'une entreprise m'avait demandé, pour écrire en fait un peu un processus à suivre. Et voilà, donc on peut se resservir des choses, peut-être que c'est pas la bonne manière de l'aborder. Et voilà. Donc là, ça fait partie un peu de la manière dont j'aborde les échecs. Et après, sur le burn-out, alors pas sur le burn-out, mais je dirais sur l'épuisement professionnel, mon petit truc que j'utilise et que j'aime bien proposer aussi dans mes accompagnements, c'est le fameux « comment ça va ?» La question qu'on pose le plus au monde, mais qu'on se pose le moins à soi-même. C'est pas faux. Tu fais ta propre météo de l'humeur, c'est ça? Exactement. Je me fais mon radar intérieur, en fait. Ouais. Comment je vais, comment je me sens. Est-ce que j'ai des tensions quelque part? Est-ce que je me sens agacée? Comment je suis actuellement? Ce qui permet, en fait, de s'assurer une certaine écologie personnelle et de se dire, tiens, si j'ai mal là depuis je sais pas combien de temps, ou si à chaque fois qu'on fait ça, il y a quelque chose qui m'agace, c'est peut-être qu'il y a un autre truc qui va pas. Voilà. Ben, c'est très intéressant, effectivement. Il faut qu'on apprenne à se questionner davantage quand on ne le fait pas assez, pour le coup. Un des éléments qui nous intéresse beaucoup avec Ingrid, c'est de connaître la santé mentale de nos entrepreneurs, des personnes qu'on est amené à interroger. Et du coup, Marie, on aurait souhaité que tu nous expliques ton concept de la roue des domaines de vie. Alors, avec plaisir. Alors, c'est pas mon concept, c'est pas moi qui l'ai inventé parce que c'est Frédéric Hudson, mais en revanche, c'est un outil que j'utilise énormément dans le sens où ça permet de faire un diagnostic un autodiagnostic, on va dire, de notre situation actuelle. Donc, ça nous permet de comprendre à l'instant T si la manière dont on consacre notre temps à nos différents domaines de vie nous convient ou ne convient pas. Et pour ça, alors si vous voulez, je vous montre un peu comment on le fait, je vous explique comment on le fait en direct, comme ça les gens pourront le faire, les auditeurs pourront le faire en même temps.
Pour ça, vous allez juste avoir besoin de 2 choses. C'est une feuille de papier, enfin 2 feuilles de papier et un stylo. Okay. Une fois que vous avez les 2, là, donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous présenter les 5 domaines de vie. Alors, vous pouvez trouver la roue des domaines de vie avec 7 domaines de vie, voire plus, mais sur les 5 principaux, je pense que ça suffit largement. D'accord. C'est le modèle de Frédéric Hudson et moi je préfère rester sur celui. Donc dans les 5 domaines de vie, on a le domaine professionnel, donc c'est tout ce qui est lié au métier, mais à son identité professionnelle au global, donc tout ce qui est formation aussi, tout ce qui peut être projet de création d'entreprise, recherche d'emploi, tout ça, ça fait partie du domaine professionnel. Le deuxième domaine, c'est le domaine familial. Là, c'est ce qui va être dédié à la famille au sens large. Chacun mettra dans la famille ce qu'il souhaite. Donc, il peut y avoir les parents, les enfants, mais il peut y avoir les cousins, cousines, la belle famille, etc. en fonction, en fait, de chacun. D'accord. Mais il est séparé du domaine conjugal. D'accord. Le domaine conjugal, c'est le couple. Voilà, donc c'est celui ou celle que j'aime, la personne avec qui je partage ma vie. Voilà. Le 4e domaine, c'est le domaine personnel. Donc, c'est le temps qu'on se consacre à soi-même, et à son développement, à son bien-être, etc. Donc, ça peut être des activités sportives, artistiques, spirituelles, etc. Et le dernier des domaines, c'est le domaine social. Le domaine social, c'est tout le reste, en gros. C'est le temps qu'on va consacrer à ses amis, aux actions pour l'environnement, à une association, peu importe. Pour certaines personnes, le sport sera dans le domaine social, notamment quand on fait du sport en équipe, où on va plutôt le voir dans le social et pas dans le personnel. D'accord. Voilà, donc vous avez vos 5 domaines qui sont le professionnel, familial, conjugal, personnel ou social. Maintenant, vous allez prendre votre feuille et dessiner un cercle au milieu. Le cercle, c'est votre temps. C'est tout ce que vous avez de disponible dans votre vie. Alors ça peut être en temps, ça peut être en espace mental, c'est tout ce que vous avez de disponible. Et maintenant, vous allez pouvoir répartir vos 5 domaines sous forme de parts de camembert, de la taille que vous consacrez, que vous donnez en fait à chacun de ces domaines. Certains d'entre vous peuvent ne pas avoir certains domaines, il n'y a pas de souci, tout le monde n'a pas tous les domaines et c'est ok. Mais voilà, pour vous donner un exemple, si vous considérez que 50% de votre temps, c'est votre vie professionnelle, la moitié de votre camembert, ce sera le domaine professionnel. Donc, il ne restera plus que 50% pour les 4 autres. Donc là, comme ça, l'idée, c'est de prendre le temps de vraiment se poser la question, ce que ça représente. C'est ce que je vous dis, c'est pas que du temps de taux horaire. C'est vraiment la place mentale que vous laissez, en fait, à tout ça. Donc, moi, ce que je dis souvent, c'est n'hésitez pas, si vous m'écoutez sur le podcast, à mettre en pause, à prendre le temps, parce que ça peut nécessiter, moi, quand je fais un atelier, je laisse bien 5-10 minutes de calme. On vous invite à le faire, Exactement. Et ensuite, on va se retrouver avec votre roue. Une fois que vous l'avez devant vous, d'accord. Là, je vais vous poser 2 questions. La première question, c'est qu'est-ce que vous ressentez en regardant votre roue ? Quelle émotion ça vous procure ? Est-ce que vous êtes satisfait ? Est-ce que vous êtes frustré, en colère ? Est-ce que vous êtes déçu ? Est-ce que vous ressentez de l'étonnement ? Qu'est-ce que vous ressentez en regardant votre roue ? Moi, je dirais que c'est plutôt... Il y a une partie qui prend plus de place. Et puis, le reste est plutôt équilibré. Okay. Voilà. Et du coup, ça te fait ressentir quoi ? J'aurais peut-être consacré un peu plus de temps à certaines parties, mais dans l'ensemble, ça me convient. D'accord, très bien. Et toi, Valérie ? Moi, je dirais qu'effectivement, il y a une partie qui peut ressortir aussi un peu plus, qui serait finalement celle en lien avec le professionnel et le social, puisqu'en fait, moi j'ai 2 casquettes, salarié et entrepreneur, donc forcément le camembert est séparé en conséquence, disons. Mais effectivement, ça reste équilibré sur le reste, sur le familial, sur le personnel. Enfin, quoique, le personnel, le temps pour soi, il pourrait être un peu plus large, élargi. Je pense que toi aussi. C'est pareil pour moi. mais dans l'ensemble, ça m'inspire un quotidien qui correspond à ma personnalité, à savoir qui bouge un peu tout le temps, finalement, qui reste jamais tout le temps pareil. Moi, je pense déjà une très bonne chose. J'aimerais que ça évolue par rapport au travail, qu'il y ait moins de temps consacré au travail et plus de temps justement au perso et à la famille.
Voilà. C'est justement, tu me fais une super transition, Ingrid, parce que après s'être posé la question de qu'est-ce que ça nous évoque et est-ce que ça correspond à nos besoins et à ce qu'on a envie, la deuxième étape, c'est de se reprendre la deuxième feuille, de faire une nouvelle roue en retournant celle que vous avez actuellement et en dessinant le camembert idéal que vous aimeriez avoir, sans regarder la première. C'est important, sans regarder la première. Et en fait, là, l'idée, c'est vraiment de partir si vous étiez libéré de toute contrainte, s'il n'y a vraiment rien qui vous empêche, si tout était possible et que vous pouviez dessiner la roue de vos rêves, le camembert de vos rêves. Ça change des Une fois qu'on a terminé. Voilà, une fois qu'on a terminé ça. J'ai changé l'idéal, change, c'est ce que je disais. Comme tu disais, ça faisait la transition. Hein. Le travail, j'aimerais que ça se réduise et que je consacre plus de temps au perso. Parce que moi, j'aime bien mes petits moments solo, ça me ressemble assez. Et puis la famille de manière générale et le conjugal aussi, plus de temps, voilà. Moi, si je devais reprendre ce schéma-là et en faire la version idéale, je dirais que j'aimerais beaucoup plus de temps pour moi. Ça prendrait une bonne partie de la roue, de temps familial, effectivement, conjugal. Tout ça, ça serait associé et la part du travail serait minimisée. La part salariale, notamment, je dois dire, plus que la partie entrepreneuriale qui rentre dans des choses qui sont un peu passion. Ça motive, ça challenge, etc. Donc ça, c'est vrai que ça serait pas forcément à réduire. Et donc c'est super. Voilà, l'idée c'est qu'une fois que vous avez vos deux roues, vous regardez les deux et là on se dit qu'est-ce qu'on ressent en regardant ces deux roues. Ce qui est bien, c'est que de l'exprimer comme vous venez de faire, de le dire en fait à voix haute ou de l'écrire, en tout cas pour le rendre vivant, pas juste de le penser dans sa tête parce que c'est vrai que ça ancre beaucoup plus à partir du moment où on l'écrit ou on le dit. Et ensuite de dire qu'est-ce que je peux faire pour faire un petit pas vers ma roue idéale. Quelle petite action je peux faire dès demain pour consacrer un peu plus de temps au domaine personnel, comme tu le disais, ou qu'est-ce que je peux faire, ou au domaine, ou à la partie entrepreneuriale, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux faire pour me rapprocher de ma roue idéale dès demain. Et est-ce que tu as eu des retours concrets te disant qu'ils avaient réussi à grappiller, à atteindre plus ou moins la roue idéale justement? En fait, ce que je fais, c'est que quand je fais un accompagnement de coaching en individuel sur un manager et qui me dit qu'il se sent en surcharge, que c'est trop, que tout ça, en général, la roue des domaines de vie, je la fais dès les premières séances. Et du coup, ça permet déjà une prise de conscience parce que certains ne voient pas, en fait, ne se rendent pas compte. Et du coup, de voir comme ça, ça peut créer quelque chose d'assez fort. Et l'idée, c'est qu'en fait, en fin de coaching, à un moment, je leur demande de ressortir leur roue des domaines de vie. Et là, on regarde ce qui a bougé, ce qui a changé, ce qui a évolué. Alors, tout le reste du travail va aider forcément à faire évoluer dans ce sens-là. Mais du coup, ça permet en fait de se dire, tiens, est-ce qu'on a bougé dans le bon sens et comment? Et sinon, qu'est-ce qu'on peut encore mettre pour avancer plus vite ou autre? Donc oui. En fait, je m'en sers un peu comme... ça fait partie des outils, donc je me sers un peu en fil rouge, tu vois, sur de l'accompagnement long terme. Ça te permet un bon état des lieux. Merci pour cet exercice. Avec plaisir. Ça servira on conseille, en tout cas, je recommande aux auditeurs de l'essayer. Tout à fait. On va passer à tes collaborations au management. Laquelle de tes méthodes aimes-tu particulièrement mettre en application lorsque tu dois manager toi-même, justement? Alors, je vais, sans grande surprise, vous parler de communication encore et toujours. Mais il y a quelque chose que j'utilise beaucoup et que j'invite beaucoup à utiliser, c'est tout ce qui va être lié à la reformulation. On disait tout à l'heure qu'on parle chacun de la manière dont on aimerait qu'on s'adresse à nous. Et en tant que manager, ça peut être un des risques quand on partage par exemple des objectifs ou justement qu'on délègue certaines tâches. Ça peut être de s'adresser à l'autre comme s'il pouvait lire entre les lignes, etc., etc. Donc la reformulation, le fait de demander à l'autre ce qu'il a compris, comment il a entendu les choses, quelle est pour lui l'attente que j'ai.
Ça permet d'éviter en fait tous les malentendus. Voilà. Et dans l'autre sens, ça marche aussi. C'est-à-dire quand on vient me faire un retour sur un travail à faire ou autre, de la même manière, voilà, moi j'aime bien reformuler, dire voilà ce que j'ai compris, est-ce que c'est bien ça que tu m'as dit ou pas. C'est vrai que ça peut être utile pour le coup de reformuler et de voir la compréhension que la personne en face de nous peut avoir de ce qu'on dit. Parce que des fois on pense être très clair et on peut ne pas l'être. Donc c'est un bon tip ça. De manière générale, est-ce que tu travailles avec des réseaux de psychologues ou de RH ? Comment tu construis des alliances gagnantes-gagnantes pour accompagner tes clients ? Alors, je travaille avec beaucoup de RH. Alors, je travaille avec des RH qui sont mes clientes directement en entreprise, ça c'est sûr, mais aussi beaucoup de RH qui font des ressources humaines à temps partagé, qui vont accompagner en fait des entreprises sur différents sujets, qui vont ensuite faire appel à moi en fonction de ce qu'elles peuvent déceler en entreprise. Ça se passe dans ce sens-là beaucoup, mais dans l'autre sens aussi, parce que il m'arrive moi d'être appelée pour animer je sais pas moi, un team building ou un séminaire ou que sais-je, et en fait je me rends compte que l'entreprise a beaucoup grossi, qu'ils n'ont pas de ressources humaines en interne, et que c'est pas avec un team building qu'on va tout arranger. Voilà, hein, c'est loin de suffire. Donc c'est vrai que ça se passe aussi dans l'autre sens. Avec des psychologues un peu moins, mais je travaille beaucoup avec des consultants RSE. Parce que dans le RSE, le S, c'est social. C'est vrai que c'est pas ce à quoi on pense de prime abord, mais oui, il y a une part sociale dans les RSE. C'est ça. Et pour le coup, il y a une consultante RSE avec qui je travaille très souvent, où on a même créé des ateliers ensemble. Alors on fait des ateliers notamment sur la vision et les valeurs d'entreprise. Elle en a besoin pour toute sa partie et sa charte RSE, son diagnostic, etc. Et du coup, on co-anime, chacune avec notre casquette, ce genre d'atelier, et ça marche très très bien. Les RH, les chargés de RSE, n'hésitez pas à faire appel à Marie. On va se pencher sur la partie IA, innovation et déploiement de ton activité. Est-ce que tu utilises des outils digitaux pour ton coaching ? Est-ce que tu utilises notamment l'IA, qui est très actuel, un sujet très actuel, pour détecter et résoudre les déséquilibres vie privée, vie perso des personnes que tu accompagnes ? Alors, moi j'utilise beaucoup l'IA dans le sens où c'est un super assistant, et quand on l'utilise bien, c'est absolument génial. L'IA me challenge, hein, je lui demande de me challenger quand je réfléchis à des déroulés, et puis je lui dis ne sois pas gentil et vas-y clairement. Donc oui, et dans ce sens-là beaucoup. En revanche, assez peu en coaching pur, parce que ce qui manque, c'est le côté émotion. Et qu'en fait, moi, je travaille quand même beaucoup sur l'émotion, et de fait, hein, c'est artificiel, donc cette partie-là, on ne l'a pas. Bon, tout à fait. Voilà, exactement. Donc, c'est pour ça que j'utilise plutôt sur moi personnellement, pour m'aider à réfléchir, me challenger, etc. En revanche, sur les coachings, j'utilise une plateforme pour permettre aux coachés de suivre leur avancée, de retrouver tous les documents, de retrouver des exercices, de tout faire en ligne, voire même de faire la partie distancielle s'il y a en visio, mais ça leur permet en fait de tout retrouver au même endroit. Alors c'est pas de l'intelligence artificielle au sens auquel on pense, et pour autant c'en est quand même, parce que ça permet en fait d'adapter automatiquement, d'aller chercher le bon outil que j'ai référencé dans toute une bibliothèque, et voilà, et là c'est vrai que ça fait gagner du temps. Par rapport toujours à cette partie innovation et déploiement de ton activité, ton regard sur le coaching digital, en tout cas sous format digital, versus celui en présentiel, y a-t-il une réelle différence entre les deux approches ? Est-ce que c'est complémentaire ? Comment tu te situes par rapport à ça ? Alors, moi je fais les deux. Je fais du distanciel, je fais du présentiel. C'est vrai que j'aime bien quand c'est possible, même pour un coaching, sur les coachings individuels, hein, on est sur de la relation un peu long terme, j'aime bien avoir au moins une séance, et dans l'idéal une au début, une à la fin, en présentiel quand même, parce qu'il se passe des choses différentes. Et voilà, je trouve que c'est complémentaire, ça permet, je suis pas une
pro-présentiel et il se passera rien d'autre parce que dans le monde dans lequel on vit ne correspond pas à ça aujourd'hui. Mais en revanche, j'aime bien avoir au moins un moment où on se rencontre. Et en plus, quand je me suis posé la question sur cette question-là, ce qui est assez rigolo, c'est que j'ai pensé à un accompagnement que j'avais eu où j'avais une personne en face de moi pendant 10 séances. Et c'était un homme en l'occurrence. Et la dernière séance, on l'a fait en vrai. Et en fait, je m'imaginais qu'il faisait une certaine taille. Et en fait, il faisait presque 2 mètres de haut. C'est vrai qu'il y a des projections qu'on peut avoir parfois avec la version digitale. Mais tu as raison de le mentionner, c'est vrai que dans le monde où on est, faire en sorte de rendre les choses hybrides, c'est finalement la meilleure méthode. Ça peut faire peur, par contre, je pense, ce côté où des fois, les expertises en lien justement avec cette partie quand même sociale, il y a un lien qui doit se créer pour pouvoir accueillir le coaching aussi. Je sais que ça peut effrayer et que certaines personnes préfèrent vraiment le présentiel. Et là où ça peut effrayer aussi, c'est... en fait, moi, ce que je demande, par contre, c'est qu'il y ait un certain cadre. Parce que y a des choses qu'on ne peut pas faire. Il faut que la personne soit quand même à un endroit où elle se sent bien, un endroit où elle peut parler, un endroit qui est confidentiel. Et ça, moi, je ne peux pas le vérifier. Le problème, c'est que si la personne se met dans des conditions où elle ne l'est pas, tout ce qu'elle va dire va être faussé. Sous contrôle, en tout cas, effectivement. Exactement. Et tu ressens des blocages particuliers quand tu es en présentiel? En fait, en présentiel, de fait, là, pour le coup, j'ai plus de maîtrise sur l'environnement. C'est-à-dire que, tu vois, c'est typiquement, parce que ça m'est déjà arrivé aussi de le faire en entreprise, puis tu te rends compte que tu es dans une salle où tout est transparent, on voit tout, voire on entend tout. Bon, dans ce cas-là, je propose autre chose. Et ça m'est déjà arrivé de dire, vous savez quoi, on va aller dans le café en bas, et on va aller le faire dans le café en bas. Parce que... voilà, exactement. Merci pour ton retour. Si demain, une auditrice souhaitait se lancer, de manière générale, dans l'entrepreneuriat, et notamment lancer sa structure de coaching, par quoi devrait-elle absolument commencer, selon toi ? Alors, il y a 2 choses qui me viennent. La première, c'est déjà de savoir ce qu'elle veut faire, parce que le coaching, c'est large, c'est vaste. Et ce qu'on nous apprend quand on est en école de coaching, c'est qu'en fait, une fois qu'on sait coacher, on peut coacher sur plein de sujets. Et quand on parle à tout le monde, on parle à personne. Donc, voilà, qu'est-ce qu'elle a vraiment envie de faire ? Mais la deuxième chose qui, à mon sens, serait peut-être la première et valable pour tout entrepreneur, entrepreneuse, c'est que entreprendre, c'est aussi aimer à un moment vendre. Parce que personne ne viendra complètement taper à notre porte. Voilà, donc il faut être prêt d'une manière ou d'une autre, en fait, soit à prospecter, à se faire connaître, à parler de soi, à s'exposer d'une manière ou d'une autre. Et dans le coaching, on entend dans les formations de coaching, moi, au début, je suis une ancienne directrice commerciale, donc au début, j'entendais, ils disaient le coaching ne se vend pas, ça s'achète. Ouais, si c'est mince, tout ça, ouais. Pour le coup, si ça s'achète, c'est que ça se vend peut-être. On sait pas. C'est ça. Et puis, c'est pas en lançant le site internet, en appuyant sur en ligne, que le téléphone va se mettre à sonner. Faut pas rêver. Pour le coup, on en revient à l'humain. On a besoin de discuter, de savoir qui est cette personne qui vend du coaching. Je suis totalement d'accord avec toi. Ça se vend. Parlons et axons-nous sur ton mindset entrepreneurial. En 3 mots, lequel serait-il ? Et quel serait le piège numéro 1 à éviter selon toi ? Alors, les 3 mots pour moi sur l'entrepreneuriat, c'est la résilience, l'énergie, parce qu'il va falloir de l'énergie, et le mouvement. Le mouvement dans le sens où, en fait, tout ne réussit pas du premier coup. Donc, rester en mouvement, pour que les choses évoluent, pour qu'on se fasse connaître. S'adapter à son environnement, à ce qui peut se passer, surtout aux improvisations. Tout à fait. Et quel serait le piège, selon toi, à devoir éviter ? Je vais pas être très originale, je vais vous dire que c'est penser que les clients vont venir sonner à ta porte. Mais c'est un fait. C'est vrai qu'il faut être conscient qu'il faut donner de sa personne, effectivement, pour pouvoir vivre de son activité. Est-ce que tu aurais, du coup, une ressource, un livre, un podcast qui nous sauverait dans des moments difficiles, qu'on pourrait écouter, qui serait enrichissant ?
Alors, est-ce que ça vous sauverait dans un moment difficile? Je ne sais pas, mais mais je vais essayer de rester dans la cohérence de ce que je viens de vous dire. Et j'ai une vidéo que j'aime beaucoup, c'est un TEDx en fait, de Cassie Brown, qui, je vais vous dire le titre en français, c'est « Connaissez-vous votre valeur, puis demandez à l'obtenir ». Et en fait, je trouve que cette vidéo est absolument magnifique parce qu'elle permet de se rendre compte que, en fait, les personnes, que ce soit le patron, client, ça marche pour les salariés comme les entrepreneurs, ne vous paient pas ce que vous valez, mais ils paient ce qu'ils pensent que vous valez. Et donc, en fait, sur le fait de travailler sur sa valeur, de comprendre en fait ce que l'on vaut, de comprendre qu'en fait comment on se perçoit nous, ça va transparaître derrière, et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui sont payées très cher et d'autres pas très cher pour exactement la même chose, voire même pour beaucoup mieux ou beaucoup moins bien. C'est une petite vidéo, c'est 8 minutes, mais elle est assez inspirante. Voilà, elle est accessible à tout le monde. Ok, super. Merci beaucoup pour tes retours. Un grand merci à toi. Marie. On a passé un moment agréable avec toi. On a eu pas mal de tips. Tout à fait. À appliquer à soi-même et en entreprise. J'invite nos auditeurs à te contacter s'ils ont des questions de management qu'ils n'arrivent pas à résoudre. Et puis à nos auditeurs, on leur dit à bientôt. Eh ben, merci à vous deux, c'était un plaisir de partager ce moment avec vous et merci pour votre accueil et puis pour toutes ces questions, j'étais ravie. Je suis sûre que ça éclairera beaucoup d'entre nous de manière générale. Un grand merci à tous, à bientôt. Notre épisode d'Il faut bien débuter s'achève. Nous espérons que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à liker, commenter, suggérer de nouvelles thématiques. Vous pouvez également nous retrouver sur nos différents réseaux sociaux.